Laurent Roland Antonin-Kess, bonjour. Ahmed Arekpa, bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour. Bienvenue. Merci. Plaisir de vous retrouver ce matin en Plaisir espérant partagé. que votre week-end s'est bien passé. Très bien passé. Une anecdote à partager avec les amis, Pas d'anecdote. téléspectateurs, Pas d'anecdote. internautes. Dimanche, j'étais à l'église. D'accord. Samedi, j'étais à un mariage d'un frère, donc ça s'est bien passé. Avez-vous fait la cuisine pour madame le dimanche, comme vous nous l'avez signifié Bien naturellement. le faire souvent les dimanches Bien en naturellement. plateau? Bien naturellement. C'était quoi au menu? Vous voulez savoir? C'était du Oui. riz au gras. Du riz au gras, d'accord. Vous penserez à m'inviter peut-être le dimanche prochain Ben, je Pour vous invite, goûter. là vous allez vérifier. pour goûter à votre cuisine, pour vous faire le point aux amis téléspectateurs. Allez, plus sérieusement, on démarre par Dynamisme Info, Laurent Roland Antonin-Kess ce matin. Dynamisme Info qui revient sur ce sujet, qui est au cœur évidemment de l'actualité depuis le vendredi dernier où le vote du budget de l'État exercice 2024 s'est déroulé au Parlement. Budget donc de l'État, gestion 2024 au Bénin, écrit le quotidien. Et si on rangeait le brouhaha contre LD, donc les démocrates, pour le débat sur le quotidien, difficile, c'est une interrogation. Je précise qu'on revient sur le sujet dans l'actu décalé. Je crois que c'est une bonne interrogation parce que tout le monde, en tout cas pour les mieux avertis, c'était clair que peut-être les démocrates ne votent pas pour le budget de 2024. Et je l'ai dit sur ce plateau pour dire que les démocrates ont commencé par montrer les signaux de ce qu'il n'était pas évident qu'ils votent pour le budget, dès lors qu'ils avaient rejeté déjà le rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale. Et après ça, on a pu voir aussi les débats qu'on a eu autour de ce budget. N'oubliez pas qu'il y avait une plénière qui avait été convoquée. Et puis, à cette époque, ils n'avaient pas encore le document. Ils se disaient n'avoir pas assez au document. Et puis après, on a pu voir comment est-ce que ça a été programmé pour le mois de novembre. Parce qu'en octobre, on les avait déjà invités. Il y avait toute une polémique autour. C'est vrai que les démocrates ont fait des amendements. On parle de 34 amendements, je crois, au total, fait par les députés de l'opposition de la mouvance, toutes catégories confondues. 32 amendements ont été pris en compte. Il y a 2 qui ont été laissés pour réserve, en tout cas, étude d'abord approfondie avant de voir s'il faut ajouter ça après. Donc, quand on voit ça, et quand on connaît la posture des démocrates, on ne doit pas être surpris de ce qu'ils rejettent ce budget. Seulement que j'ai toujours dit, ce n'est pas parce qu'on est opposant qu'il faut s'opposer à tout. Ça, c'est le véritable problème que nous avons sous nos yeux, notamment avec les opposants. Je crois que ce matin, ils ne sont pas d'accord avec moi, mais je pense que, est-ce que ça valait vraiment la peine de voter contre ce budget dès lors que vous avez fait des amendements qui ont été pris en compte? Je crois que j'ai suivi un point de la sortie médiatique du député Jérémy Adomarou qui a dit que les démocrates sont allés même jusqu'à faire une proposition en demandant qu'on mette 20 milliards dans le budget pour acheter les semences aux producteurs dans certaines mesures et que ça a été pris en compte. Mais qu'il ne comprend pas pourquoi ils ont voté. Et c'est là, je ne comprends pas les acteurs politiques. Parce que je sais que oui, les producteurs de soja et autres ont besoin de semences, ont des difficultés. J'ai toujours dit que dès lors que l'État ne met pas de subventions pour accompagner les producteurs, il n'y a pas matière à aller leur imposer un prix ou en tout cas leur imposer le diktat du pouvoir en place. Mais dès lors que vous faites ces amendements et que c'est pris en compte, je ne comprends pas ce qui justifie le vote contre le rejet de ce budget. Peut-être que dans les prochains jours, on va y revenir déjà dans l'actu décalé, mais je pense que sur nos antennes, le responsable à la communication du parti s'en est plus ou moins expliqué. Dans la presse, on a pu également lire on a pu lire certaines choses. Donc on y revient dans l'actu décalé tout à l'heure. Roland Antonin-Kess, pour plus de détails. On en reparle dans l'actu décalé. Et vous pourrez d'ailleurs, amis téléspectateurs et internautes, réagir aussi via les canaux habituels, c'est-à-dire le 61 62 16 97 pour les appels et pour les internautes, donc via la page Bénin Eden TV. On va poursuivre avec Dynamisme Info toujours. Laurent Roland Antonin-Kess qui parle de l'UDBN ce matin qui s'activerait pour 2026, renaître pour conquérir comme thème de son prochain congrès. Oui, je crois que quand on regarde les différents résultats
du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, lors des dernières législatives, notamment à l'aide de la réforme du système partisan. Et il faut travailler à réorganiser le parti, il faut travailler à restructurer cette formation politique, travailler à aller sur le terrain, reconquérir de nouveaux militants pour espérer avoir une victoire en 2026. N'oubliez pas que nous avons des élections générales en 2026, nous aurons les élections législatives, communales et présidentielles. Et donc, il n'est pas question de passer ce cap-là sans pouvoir avoir des élus, ne serait-ce qu'au moins au niveau communal, tout au moins. Donc, il va falloir que toutes les formations travaillent. Donc, l'UDBN doit être dans cette dynamique. Je crois que le thème est bien choisi. La Renaissance pour reconquérir. Nous sommes dans une ère politique, en fait, au Bénin depuis 2016. Et dans cette ère politique, je crois que chaque formation politique doit pouvoir travailler à s'implanter davantage sur le terrain pour espérer avoir des élus. Maintenant, on attend de voir comment est-ce que ce congrès va se passer, qui se tiendra le 16 décembre prochain pour cette formation politique. On attend de voir quelles seront... Ça, le week-end prochain. Oui, voilà. Quelles seront les nouvelles têtes qui vont conduire la destinée de cette formation politique, quel est leur background politique, quelle est leur force politique, quelle est leur force sociale quand on parle pris individuellement dans la société, qu'est-ce qu'ils représentent. Est-ce qu'avec cette nouvelle équipe qui sera mise en place par l'honorable Claudine Afi-Prudencio, est-ce que cette équipe aura vraiment de l'énergie, de la force pour aller conquérir le terrain, conquérir les militants sur le terrain? Ce qui est sûr, vous savez, nous acheminons vers 2026 où certaines formations ont la possibilité de refaire surface avec beaucoup de force. C'est-à-dire que le pouvoir Patrice Talon est en train de finir. Et dès lors qu'il y a une alternance, en tout cas au sommet de l'État, les cadres sont redistribués. Et c'est vrai que quelques formations réussiront à tirer l'épingle du jeu, mais en dehors de ça, c'est que d'autres formations, quand on parle, je ne parle pas de formations qui vont tirer leur épingle du jeu, il y aura certainement l'Union progressiste de renouveau, quoique en leur sein aussi, il y a des problèmes actuellement qui doivent régler. Il y aura le Bloc républicain. Notamment dans la 6e. Voilà, pas c'est la 6e, c'est au plan national. Enfin, oui. Parce que la multitude de candidatures déjà amène cette formation politique aussi. La fidélité présidentielle des uns et des autres. Voilà, ça amène progressivement cette formation politique au cimetière s'ils ne font pas attention. Et il y a le BR qui a un concurrent de taille dans la partie septentrionale qui finira par les faire disparaître s'ils ne prennent pas garde. Et donc les démocrates aussi qui aussi pensent être un territoire conquis, mais qui doivent travailler davantage à rassurer les Béninois et à savoir quelles décisions prendre, quoi dire. En tout cas, tout acte politique des démocrates sera scruté par les citoyens qui trouvent en eux un espoir. Et une seule faute politique peut les conduire à l'abattoir dans une certaine mesure. Et dans cette situation, on peut se retrouver avec des gens qui sortent de nulle part ou bien qui seront suscités dans l'ombre, qui sortiront de nulle part pour devenir président ou qui auront des élus malheureusement au plan national. Parce que le peuple a davantage envie de faire confiance. Quand vous prenez les Béninois, il y en a qui vous diront, nous ne voulons plus du système Boni-Yayi. On l'a vu au pouvoir pendant 10 ans. Et ceux-là, vous les voyez un peu partout dans le Bénin. C'est-à-dire au-delà de la mobilisation de ceux-là qui suivent Boni-Yayi. Et c'est ce que je dis, la foule ne sera jamais électeur. Donc il y a ces personnes qui ne veulent plus jamais entendre le nom de Boni-Yayi, en tout cas, dans la gestion de notre pays. Il y en a qui veulent le voir encore. Et nous, du côté de Patrice Talon, il y a des gens qui sont, depuis 2016, ne l'ont pas lâché. Malgré tout ce qu'on reproche à Patrice Talon, ils sont restés là, dynamiques dans leur soutien à Patrice Talon. Donc, peu ou prou, il y aura un mélange et quelqu'un qui, si Patrice Talon s'entend le danger venir, peut aussi, comme à ses habitudes depuis des années, en soutenant les candidatures et en misant sur celui qui prétend être candidat, ne pensez pas que c'est seulement sur les candidats de l'UP qui va miser. Il peut bien miser sur les candidats sortis de nulle part de l'opposition, en leur donnant même des parrainages. Donc ça peut arriver. Et donc dans cette condition, toutes les formations politiques doivent pouvoir profiter. Surtout quand on connaît le passé de l'homme. Oui, justement. En tant que faiseur de roi. Ouais. Vous serez là en train d'attendre qu'un Patrice Talon aille soutenir un Job Grenou. Bon, encore que là, c'est un problème. Aille soutenir un certain Olivier Bocor, peut-être que là aussi encore c'est un problème. Mais peut-être
Un Wadaï, pourquoi pas? On a évoqué dans la presse la semaine écoulée, on en parlait en Johannes plateau, Dayon. Johannes Dayon. Oui, ça, non, en fait, le problème, Là c'est que... encore, c'est un autre problème. C'est un autre vous problème. me direz. Oui. Et donc, le problème, c'est que vous allez vous focaliser tellement sur les gars au niveau de l'Union progressiste que le monsieur va vous dribbler. Parce qu'en réalité, ce qui se passe au niveau de l'UP, le renouveau, peut être aussi une stratégie de Patrice Talon. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire, il appelle Jacques pour dire, bon, je te donne 2 milliards, vas-y, je te donne 1 milliard, vas-y. Et puis, les gens vont s'attaquer sur le terrain, et on serait en train de l'attendre là-bas. Et puis, finalement, vous savez, quand on l'attend à Cotonou, il est peut-être déjà à Perret. Donc, c'est à prendre au sérieux. N'oubliez pas, ne soyez pas surpris que demain, il suscite un candidat au sein du Parti des démocrates pour davantage disloquer cette fonction politique. C'est possible. Peut-être encore qu'on nous sorte un intrus venu de nulle part. Laurent Roland, un intrus avec Patrice Talon, oui. Il n'osera pas faire cette erreur parce que c'est peut-être les naïfs politiques, les néophytes politiques qui font cette erreur. Oui. Nous avons en 2006 eu peut-être un intrus qui est venu dans la maison, Boniaï, mais depuis lors, Patrice Talon qui est là, qui semblait connaître la maison, qui a fini par découvrir la maison. Donc, oui, voilà. Donc, Patrice Talon ne fera pas une telle erreur. Toujours est-il que ne soyez pas surpris que peut-être demain, qu'on attend qu'en dehors de des candidats proposés par le Parti démocrate, quelqu'un de cette formation politique décide d'être candidat. On a vu Irénée Agosta, ne l'oubliez pas, c'est possible. Irénée Agosta qui n'était pas seul à l'époque. Qui était démocrate. Même si sanctionné et puis finalement devenu. Il y avait aussi Moïse Kérékou qui subitement a voulu être aussi candidat. Donc, vous savez, c'est possible. Les Béninois feraient mieux et toutes les Français feraient mieux de se réveiller. L'UDBN, à un moment donné, a aussi voulu être candidat. Donc, on souhaite bonne chance au parti UDBN. Vivement que ce congrès accouche de bonnes résolutions et qu'au thème de ce congrès, des têtes bien faites et bien pleines soient proposées pour la promotion du parti, travailler, aller dans toutes les... dans tous les hameaux du Bénin, coins reculés du Bénin, pour aller parler aux derniers militants, aux derniers électeurs, aux derniers citoyens dans les localités. Et espérer, on a pu voir aussi que pour les élections communales 2020, quoi qu'on dise, l'UDBN a réussi à battre des formations politiques dans la partie septentrionale. C'était un acquis. Au-delà du résultat national qui n'était pas assez reluisant, on a pu voir que cette formation politique a battu des gens dans les localités dans la partie septentrionale. Et donc, c'est déjà un acquis. Et il fallait travailler à renforcer cet acquis-là pour de plus grandes victoires en 2026. En tout cas, vos propos de ce matin, Laurent Roland Tononiquez, qui font parfaitement écho au titre du quotidien Info Matin de ce matin présidentiel 2026, le virage qui s'annonce tumultueux. Oui, ce virage va être assez dangereux si on ne fait pas attention. Ceux qui sont au pouvoir ne voudront pas laisser le pouvoir à n'importe qui. Ceux qui sont de l'opposition ne voudront pas se laisser faire. D'autres personnes ont des ambitions, ils vont mettre tout dans la balance pour espérer être président de la République, ou député, ou maire. Et donc, dans ces ambitions, à cause de ces ambitions, on peut avoir des tensions. C'est pour ça que c'est un virage assez tumultueux. Il va falloir que nous fassions très très attention, que nous sachions quoi dire, parce que tout peut partir du discours, tout peut partir des débats et des actes que nous posons. N'oubliez pas que Radio 1000 Collines, n'oubliez pas que l'attention au Rwanda est née de cette... Donc c'est un appel aux hommes de la presse, justement. Oui, justement, en tant que à savoir raison garder. Voilà, en tant que journaliste, chaque journaliste doit pouvoir jouer sa partition. Ne pas aller insulter pour faire plaisir, Paul, pour faire plaisir à Pierre, aucunement. Faire son travail en respectant le code de déontologie de l'éthique de la presse. Et ça nous protégera et en même temps, ça préservera la paix dans notre pays. Mais aux acteurs politiques, c'est à eux aussi de faire très attention pour que les actes peu orthodoxes pour contraindre ou empêcher tel ou tel de participer à une élection ne soient pas mises, les stratégies ne soient pas mises sur la table pour empêcher les uns les autres des élections. Nous avons besoin d'aller à une élection inclusive, transparente et libre, où
au terme desquels, en fait, les résultats issus des urnes seront celles proclamées par les institutions en charge d'organiser les élections. C'est à ce prix que nous allons préserver notre paix. Et ceux qui sont venus au pouvoir en 2016 doivent pouvoir savoir que, en partant, que ce soit à un dauphin ou à un opposant qu'on remet au pouvoir, on doit pouvoir retourner le pouvoir dans la paix comme on l'a reçu dans la paix. Boni Yayi aurait pu mettre tout en œuvre pour empêcher le passage de ces témoins, surtout que c'était Anne Griffe à l'époque son ennemi juré. Mais il l'a fait. Il l'a fait dans la paix et je souhaite que les dirigeants actuels comprennent aussi que on peut perdre des élections et revenir en force 5 ans après pour gagner. Ça s'est passé un peu partout dans le monde entier, on a vu. Donc, s'il arrivait, je ne le souhaite pas, une défaite, un échec aux élections de 2026, s'ils doivent réussir ou pas, c'est à eux. Ça dépend d'eux. Je ne suis pas leur militant et je n'en serai pas un pour le moment. Donc, je pense que c'est à eux de faire très attention, de savoir quoi faire pour espérer qu'en 2026, la victoire soit de leur côté. Aux démocrates, de dire aussi, je dirais à Boni Yayi, à sa clique, que, attention, le Bénin passe après tout. Les hommes passent. Le pouvoir change de main. Le Bénin restera éternel. Allez, Laurent Roland-Antonin Caisse pour poursuivre avec Dynamisme Info et un autre fait d'actualité à présent. La presse en parle aussi abondamment ce matin. Mis sous mandat de Alexis Akapo et de 2 de ses collaborateurs, l'OBSU désormais sur la liste rouge de la Criette s'exclame. Le quotidien. Oui, malheureusement, ils ont passé pratiquement une semaine à la brigade économique et financière, en attendant qu'on les présente au procureur de la Criette. Je crois que le problème qu'il leur soulevé, ce qu'il leur reproché, c'est un problème de mauvaise gestion. En tout cas, on parle de fonds prélevés sur le compte de l'OBSU, des centaines de millions. J'apprends aussi, sans pouvoir vérifier l'information, que des prestataires de 2018, je sais quoi, pour le championnat national, n'ont pas été payés. Un championnat national qui était organisé championnat scolaire national qui était organisé du côté de l'OME, et que les gens ont demandé à être payés, mais qui ne sont pas payés, alors que les fonds ont été déjà décaissés depuis. Je crois que dans la foulée, il y avait le directeur départemental des sports qui était aussi interpellé, qui était à la BEF avec eux, le jeune Roncanri, son prénom m'échappe, et donc lui, il a été libéré. J'ai pu voir ses amis célébrer la victoire, la libération de leur... Célébrer sa libération. Oui, célébrer sa libération. Et donc le DG et le comptable, je crois une troisième personne, sont actuellement sous mandat de dépôt. Le procès est programmé pour le 18 décembre. Ben, qu'on le dise ou qu'on ne le veuille pas, Donald Alexis Akapo, c'est un jeune assez compétent. On a vu les résultats. Hein? On a vu les résultats. Ça, il faut le dire. Seulement que malheureusement, il y a bien d'autres paramètres dans cette affaire. Ceux qui le savent, les initiés comprennent. Ce dont je parle. Cette affaire peut-être dépasse même à Donald Alexis Akapo. C'est ce que je dis toujours aux gens, à ceux qui sont nommés à des postes de responsabilité. Vous recevrez des instructions de vos chefs ou de vos bienfaiteurs, peut-être qui ont permis à ce que vous soyez cooptés. Sans traçabilité, après c'est vous qui répondez. Malheureusement. Vivement que le procès 18 décembre prochain, s'il doit être blanchi, qu'il soit blanchi, qu'il sorte. S'il est condamné, c'est que malheureusement il fera la prison. Et quand on parle de ce dont on sait, c'est pratiquement 10 ans qu'on le donne, malheureusement. J'ai de la peine en parlant de lui, ce n'est pas mon parent. Je l'ai connu à l'université et je l'ai connu après. J'ai dit sur ce plateau ici que je l'ai connu, mais depuis que je fais les analyses politiques, je me suis gardé de rompre contact avec tout acteur politique. Beaucoup de même ne me demandent pas des comptes. Donc, malheureusement, mais c'est difficile parce que je pense que c'est un jeune qui a vraiment montré des résultats. Avec le championnat national scolaire, oui, on a eu des résultats. On est allé à la Coupe du monde scolaire, on est allé au championnat national scolaire, championnat d'Afrique scolaire, et on a vu les résultats. Et s'il n'y a pas quelqu'un de vision, c'est vrai que le gouvernement a eu sa participation. Évidemment. Le ministère des Sports, à l'époque, qui a eu son mot à dire. Mais la direction, l'OBSU a fait un travail parce que
C'est parce que le championnat national scolaire était très bien organisé qu'on a réussi à donner la avoir... victoire aux jeunes qui le méritaient et qui ont fait honneur maintenant pour nous. Parce que d'autres directeurs de cet office auraient pu travailler à magouiller pour que les meilleurs ne soient pas. Parce que quand on sait que les meilleurs iront au plan africain, au plan mondial, on peut magouiller en fait, parfois. Mais la manière dont ça a été géré, pour que ceux qui méritent soient ceux-là qui nous représentent au plan africain, au plan mondial, et on a pu voir les résultats, on se rend compte que ce n'est pas de la magouille. Ça, au moins, c'est à saluer, à mettre l'actif de là-dessus. Seulement que quand vous gérez la chose publique, vous devez faire attention parce que vous n'êtes pas à l'abri des problèmes, ça peut arriver à tout moment. Allez, résultat à mettre à l'actif donc, de l'OBSU, de Donald Alexis Akakpo. Quels sont les résultats qu'on pourrait mettre à l'actif de son, comment dire, N+1, comme on le dit sous d'autres cieux? Je vais parler du ministre des Sports. Le confrère de la matinée écrit ce matin, 11 octobre 2023, 11 décembre 2023, 2 mois que Benoît Dato a pris les rênes du ministère des Sports et très tôt, l'homme pose les premiers jalons qui redonnent espoir au public sportif béninois. Laurent Roland, ton avis. Je ne sais pas de quel jalon parle notre grand frère Félix Sondé PPP, mais je sais que quand Dato est arrivé, les résultats des écuries, ça n'a pas changé. Ouais, on peut se contenter de la victoire obtenue par les jeunes, les enfants, la dernière fois à Lomé, qui sont encore qualifiés pour les championnats africains, scolaires africains, au plan africain, et qui iront aussi à la Coupe du Monde. Je ferai de ma part. On peut se féliciter de ce que, oui, il a, à son arrivée, il a fait quelque chose. C'est vrai qu'il y a eu le championnat universitaire, organisé, voilà, par lui. Là aussi également. Justement. Oui, donc on a pu voir tout cela. Ce que je sais, c'est que oui, il est arrivé certainement. Il va travailler à corriger les insuffisances de la gestion de Ozad Omeki. Je sais que c'est un élément très très proche de la famille présidentielle, tout comme Ozad Omeki par le passé, mais celui-ci est beaucoup plus proche du premier fils en griffe du pays. Et donc certainement que l'autre ayant aussi son club, sachant ce qui se passe au niveau des clubs au plan national, où les gens ont les subventions et ne payent pas les salaires aux joueurs. Je crois que dès son arrivée, mais à son arrivée maintenant, ça va changer. Qu'on donnera plus de moyens aux fédérations, qu'on donnera plus, pardon, à la fédération, on donnera plus de moyens au club de football, et que le football béninois pourra renaître, en tout cas revenir, se réveiller de sa torpeur, parce qu'on y met assez de milliards sans grand résultat. Je veux bien, je ne connais pas les jalons dont parle Félix Sondé PPP. Moi, je fais un constat de ce que ces 2 mois, c'est trop tôt pour apprécier. C'est vraiment trop tôt pour apprécier. En 2 mois, on ne peut pas voir les résultats. C'est vrai qu'on peut faire des réaménagements au plan administratif, d'accord. Et c'est peut-être de cela que parle justement le confrère de la matinée ce matin. À ce niveau, oui. On parle de jalons. Voilà. Donc, mais après ça... On pose les premières actions, les premiers actes, voilà. Mais après ça, on attend 6 mois, 1 an, pour voir les résultats, voir si le Bénin pourra battre les autos à domicile. Est-ce que le Bénin pourra aller battre le Nigeria à domicile? On attend de voir. Est-ce que vous pensez concrètement que le Bénin conserve encore ses chances en la matière? Je crois que vous faites l'erreur de me poser cette question. Pour moi, éliminatoire, Bénin, on signe forfait pour le match qui reste. On économise l'argent pour les fédérations. Tranquillement. Et on met l'argent dans les centres de formation. On redirige ces sous vers d'autres... Prenez l'argent pour aller nous construire. Prenez l'argent pour aller nous construire des salles de classe. On en a besoin. Prenez l'argent pour augmenter 5 000 francs sur l'argent des AME. Par exemple. C'est par exemple. Ils seront contents. Parce que nous sommes en décembre d'ailleurs. Donc envoyez-le 5 000, 10 000, l'argent que vous voulez utiliser pour les éliminatoires. Envoyez 10 000 à tous les AME. En plus, voilà. Oui, ils vont acheter au moins des jouets de 2 000, 3 000 à leurs enfants. Un sac de riz avec un bidon d'huile. Un bidon d'huile, envoyez ça. Parce que moi, je pense que, écoutez, nous ne le rendons pas. Si on arrivait à se qualifier par miracle,
On risque d'aller faire pied de figure. C'est pas pied de figure. On deviendra distributeur automatique de points à la Coupe du Monde. Mais non, on a vu les performances des écureuils devenus guépards. Quelle performance? À la CAN 2019. Pardon, je vous ai dit. À la limite, on fait des matchs nuls. À la limite, on fait des matchs nuls et on arrive à passer. De quelle performance? Non. Allez, Laurent Roland, le football, c'est le talent. Le football, on ferme cette le parenthèse. football, c'est le talent et la chance. À un moment donné, avec un autre ils ont eu la chance. d'actualité. Beaucoup de quotidiens en parlent ce matin. Émergence Info fait partie de ces quotidiens. Chasser des humains pour planter des cocotiers. Amnesty International dénonce les expulsions forcées de la zone côtière. Oui, j'ai suivi le témoignage d'un enfant il y a quelques jours sur Facebook. Le jeune qui a été détecté par les Legend Beats. Giacomo. Voilà. Quand ils étaient allés vers les enfants qui dorment à la Belle Étoile à la plage pour leur donner, des cadeaux et leur poser la question pour les inscrire dans un centre de formation ou à l'école, il y a un qui a parlé, qui a dit quelque chose de très capital. Je pense que c'est passé inaperçu pour beaucoup de personnes. Le petit disait expressément ce qui suit. Qu'il vivait au niveau de la plage avec ses parents. Et qu'on est venu les casser. D'abord, sa mère, son père est décédé. Et il vivait là avec sa mère. Et puis, on les a cassés. Et puis là, l'enfant dort à la Belle Étoile. Je crois que c'est un truc comme ça que l'enfant disait. Ou soit les parents étaient là, quand on a cassé, les parents sont partis, ils ne savaient plus où rester, donc chacun a pris son chemin. Mais l'enfant s'est retrouvé dans la nature. Je crois que cette interpellation de Amnesty International vient clairement confirmer ce que moi j'ai suivi. Pour dire, à l'époque, quand on cassait l'endroit, les gens à cet endroit précis, pour moi, c'est qu'on voulait ériger une infrastructure là. Oui, c'est le cocotier. Et puis après, on a mis le cocotier. Oui, ce sont les cocotiers, c'est une infrastructure. C'est pour la route des pêches. Voilà, ça participe de l'embellissement. Ouais, c'est bien. Bonne chance. Passons à autre chose. C'est aussi une infrastructure. Oui, c'est bien. On peut quand même réfléchir autrement. Mais ils ont été dédommagés. Non, c'est pas. Ils n'avaient pas été dédommagés. Ils n'avaient pas été dédommagés à l'époque. Sauf erreur de ma part, si vous avez dédommagé les gens, venez le dire sur ce plateau. Moi, je sais que les gens n'ont pas été dédommagés. Certains ont été dédommagés. Pas là. Pas à cet endroit précis. D'accord. Lutte contre donc, quelque part, oui, dégager les humains pour mettre des planter des cocotiers. On aurait peut-être réussi à trouver une autre formule. Parce que, vous savez, je suis d'accord que des gens ont pris en otage les domaines publics depuis des années. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Donc, tôt ou tard, il fallait qu'ils s'y attendent. Oui, mais le problème, c'est que il y a des jeunes comme vous et moi qui sont nés là. D'accord? Leurs parents les ont mis au monde là. Les parents sont morts. Donc, eux, ils ne savaient rien de tout ça. Ils ont grandi là. Et un jour, on leur dit qu'on va les dégager. Ils n'ont nulle part d'autre où aller dans leur vie. Ces cas-là, il y en avait plein là. Et d'ailleurs même là, n'oubliez pas que... Vous souhaitez qu'on fasse, par exemple, pour ces cas? Attendez, n'oubliez pas que là, parce que moi, le jour où on a dit que c'est un domaine public et que ce n'était pas leur territoire, on devait les casser, j'étais surpris. Parce que n'oubliez pas qu'il y avait des couvents là, beaucoup de couvents là. Bien sûr. Donc, ça veut dire que les gens ont pris le temps de s'installer. Oui, c'est en cela que oui, l'État a peut-être failli. Pas peut-être, l'État a failli en laissant justement les uns et les autres s'installer à volo. Si les gens se sont installés à volo, oui, parce que les domaines avant là, ce n'était pas la propriété de quelqu'un. Normalement, en réalité, c'est que les gens s'installaient et après ça devenait leur propriété dans une certaine mesure. C'est un peu partout dans le monde entier, c'est-à-dire que surtout les premiers occupants sont les propriétaires de ces zones-là. Donc à un moment donné, certainement ces personnes ont occupé ces lieux-là. Mais écoutez, le Bénin a été indépendant depuis 1960. Des gens sont là depuis 1960. En 2021 ou 2022, quand vous voulez déguerpir les gens, pensez à une solution qui prenne... Si vous n'avez pas de titre de propriété, si vous n'avez aucun papier qui justifie de ce que la parcelle vous appartient, comment voulez-vous qu'on vous dédommage, Laurent Roland? Vous voulez pas nous parlons de l'État. Je suis d'accord. L'État ne peut pas
partager de l'argent aux populations. Non. Il faut de la traçabilité. Sur quelle base est-ce qu'on rétribue ces populations s'il n'y a pas de papier qui justifie vous avez des gens qui ne savent qu'elles ont été expropriées? Si vous avez des gens qui ne savent pas ce qu'on appelle social, c'est autre chose. Il faut qu'on se dise la vérité. Le problème, c'est que... Je ne vous cache rien en vous disant que le budget qui a été voté, exercice 2024, pour ce qui est de plus de la moitié des dépenses, justement, concerne le filet social. Oui, c'est une bonne nouvelle. Donc le social est connu. C'est une bonne nouvelle. Social est connu. On attend non, j'ai pas. Et expérimenté sous la rupture. Je ne dis pas que les gens ne connaissent la rupture, ne connaissent pas le social. Mais alors, dans le cas d'espèces, oui, on ne peut pas faire du social pour du social. Non, attention. On ne peut pas faire du social pour du social. On peut pas dire. Parce que quand on fait du social, première chose, on peut recenser les gens qui sont là. Oui. On peut les recenser. On peut réfléchir autrement. C'est-à-dire, il y en a, vous savez, en fait, de plus en plus, j'ai plus envie de parler de ce sujet. Parce que les gens ne me comprendront jamais. Oui. Ils diront que je suis opposant à Patrice Talon. Je ne suis pas opposant à Patrice Talon. Patrice Talon fait du bon boulot à la tête du pays. C'est juste que parfois vous avez des airs de... Allez, je vais me permettre ce mot. Vous faites parfois de la démagogie. Parfois. Démagogie. Parfois. Ah bon? Parfois. Donc, vous pensez que le fait que Amnesty interpelle sur le fait qu'on enlève les gens et qu'on mette les cocotiers et que Amnesty a tort de le dire? Vous pensez sincèrement? Je ne dirais pas que Amnesty a tort de le dire, mais après, quand on cherche à défendre, à se mettre à la place des populations, à se plaindre non, mais justement, vous voyez un peu... C'est comme si on ne prenait pas en compte tout le tableau. Non. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui entrent en ligne de compte, en réalité. Comment vous pouvez dire qu'on ne prend pas en compte... On doit prendre fait et cause pour les populations, parce que c'est les plus faibles. Les populations restent les plus faibles. On doit pouvoir les défendre. C'est notre devoir aussi de rappeler au gouvernement à un moment donné s'il a failli. Après, je comprends, Amnesty International est dans son rôle. Donc, on va passer à un autre sujet. Je suis aussi dans mon rôle. Oui, d'une certaine manière. Sans être membre de Amnesty International. Parce que pour moi, on doit réfléchir autrement. Allez, ceci très rapidement, avec le révélateur du jour. Lutte contre le terrorisme, le Bénin et la France renforcent leurs liens militaires. Le chef d'état-major français était au Bénin le week-end écoulé. Et on a pu avoir une réponse claire des deux chefs d'état-major. Aucune base militaire. Au Bénin, actuellement, il n'y a pas de vérité en la matière non plus. C'est une bonne nouvelle que de savoir que les deux pays renforcent leur coopération militaire. Vivement que ça contribue véritablement à la fin du terrorisme dans le nord Bénin. On a vu la présence de la présidence militaire de la France au Mali, au Niger, au Burkina Faso. On a vu la suite. Vivement que le cas du Bénin soit différent du cas de ce pays. Que le terrorisme ne prenne pas de l'ampleur comme ça a pris de l'ampleur dans ces pays malgré la présence des casques bleus de la France et autres. C'est ce qu'on souhaite pour nos populations de la partie septentrionale. Vivement aussi que nous n'ayons pas des actions des terroristes en plein cœur de Cotonou, ou Porto-Novo, ou Alada, ou je sais quoi. Parce que n'oubliez pas que ce dont on parle, ce n'est pas que dans les parties septentrionales de ces pays, mais que les djihadistes peuvent frapper à tout moment. C'est devenu une arme. C'est dans cela qu'on devrait peut-être se féliciter ou se réjouir de ce renforcement des liens militaires entre, moi, je ne suis pas. Ça veut dire que oui, les deux peuples... Je pars d'un principe, Ahmed Arekpa, oui. de ce que la présence militaire française s'est renforcée au Mali. Au Niger. Malgré ça, ça n'a pas pris de l'ampleur. Vous entrevoyez, malgré ça a pris de l'ampleur. Vous entrevoyez cette finalité Je demande que le cas du Bénin soit différent de ces cas-là. Et ce sera différent. Oui, mais c'est ce qu'on souhaite. Oui. Parce qu'on a donné des drones à l'armée béninoise, on a donné des chars à l'armée béninoise. On ne veut pas aller dans les détails. Mais ils savent très bien ce dont je veux parler. On finit, Laurent pour protéger les citoyens. Par un mot relatif au sommet de la CEDEAO, crise au Niger. Le révélateur du jour écrit ce matin, Talon face à une mission difficile. Les chefs d'État de la CEDEAO n'aiment pas Patrice Talon. C'est-à-dire? Et ils n'aiment pas les Béninois. C'est-à-dire?
les sanctions contre le Niger, le pays qui met je dirais, Celui qui les applique. Hein. qui applique mieux ces sanctions, c'est le Bénin. Et le Bénin souffre de l'application de ces sanctions. D'accord? C'est surtout de cela qu'il s'agit. C'est-à-dire que oui, le Bénin est le pays qui souffre le plus de ces sanctions. De l'application de ces sanctions. D'accord? Et le Bénin est davantage mal vu par la junte au pouvoir au Niger. Moi, je l'ai dit. Et je l'ai dit encore. Il y aurait d'ailleurs eu rapprochement entre justement le Niger et le Togo. Oui. Et des déclarations tendant à faire croire que désormais le port du Togo est celui du Niger. Oui. Mais vous voulez quoi? Et vous savez qu'après, il y a eu d'autres réflexions. Parce qu'on se rappelle que certains ont dit dans ce pays que le pétrole du Niger est celui du Bénin. Et après, on a vu comment ils ont fini. Voilà. Donc aujourd'hui, on se demande, celui qui va dire que oui, le port du Niger est celui du Togo, enfin le port du Togo est celui du Niger, on se demande si dans les prochains jours, il ne risque pas de subir le même sort que son prédécesseur. Non, Ford ne fera pas certaines erreurs parce que, en fait, Ford a davantage besoin de rassurer les Togolais pour mériter continuer peut-être à rester au pouvoir, parce que vous savez très bien, la vague de coups d'État qui a commencé dans la sous-région, avec sa longévité au pouvoir, la longévité de son père au pouvoir déjà avec lui, et sachant que son alter ego du Gabon a été dégagé finalement, c'est qu'il se peut que lui aussi, à un moment donné, qu'il soit dégagé, quoique, même si, en fait, l'armée togolaise, la police est majoritairement contrôlée par les parents, eux, de la partie septentrionale du Togo, dans cette mesure, mais toujours est-il que l'ennemi n'est jamais loin. Bien sûr. Parce qu'il y a toujours des gens, il y aura toujours des gens de sa région qui ont envie d'être aussi président. Bien sûr. Donc, le coup peut arriver. Mais lui... Et de toute façon, vous me permettrez de le dire, est-ce qu'il n'est pas temps, justement, que Ford quitte le pouvoir? Oui, il est temps qu'il quitte le pouvoir. Il a fait. Malheureusement, ce n'est pas vous et moi qui décidons. Oui. Enfin, je veux dire constitutionnellement, qu'on se comprenne. Non. Très bien. C'est mandat. Voilà. Non, il peut être un candidat. C'est à vie. Il peut être candidat. C'est à vie. Il peut finir par. Il peut rester aussi au pouvoir jusqu'à mourir et donner ça à son enfant aussi. Ce n'est pas un problème. Mais non. Je pense que la constitution togolaise. Mais c'est une monarchie. Non, vous n'êtes pas sérieux. Laurent, arrêtez de dire des bêtises ce matin. Sur le cas nigérien et sur justement la mission difficile dont parlait le quotidien Le Révélateur pour Patrice Talon. Non, j'insiste là-dessus. Patrice Talon aurait pu mettre sur la balance les difficultés de ses concitoyens. Je suis scandalisé quand j'ai lu que les mesures, les sanctions contre le Niger sont maintenues. Écoutez, ça fait 4 mois, 3 mois, 2 mois pour d'autres qui sont bloqués à la frontière du Niger, des transporteurs. Et même dans cette situation, la campagne cotonnière a du pain dans l'aile. Parce que les camions qui doivent transporter, aider à transporter, les balles de coton sont bloquées. Bloquées, justement. Avec des marchandises. Et Patrice Talon va à ce sommet, n'a pas été en mesure de dire à ses pairs, écoutez, continuons à discuter autrement, à négocier autrement, ouvrons la frontière pour permettre à ce que... Les discussions se poursuivent. Non, on aurait pu changer... Vous aurez remarqué, par exemple, alors peut-être qu'on en parlera demain, vous aurez remarqué, par exemple, que désormais, on ne parle plus du retour de Bazoum au pouvoir. On parle juste de sa libération. De sa libération. Vous voyez que le temps a changé. Sachant que pour convoquer les chefs d'État pour cette session, il a reçu. Il a reçu une invitation officielle. Il a reçu une invitation officielle. Non, je pense sincèrement que le président de la République du Bénin, Patrice Talon, doit pouvoir revoir sa copie et réfléchir autrement avec ses pairs. Écoutez, c'est la même CEDEAO. Patrice Talon, missionné en tout cas, donc par la CEDEAO. La même CEDEAO côté de la même CEDEAO permet désormais au Premier ministre malien et au président de la transition Mali de voyager. Bien sûr. Les intérêts rentrent en jeu. Et les Américains sont les premiers à commencer par aller... D'abord, vous avez vu la remise de lettre de créance de l'ambassadeur des États-Unis au Niger, vous n'avez pas vu, hein? Ah, d'accord. Allez voir. C'est nous qui fermons les frontières ici, qui sommes du. Les autres puissances ont déjà commencé par négocier pour leurs intérêts. Revoyons la copie. Les Béninois souffrent au niveau de la frontière. Les Béninois souffrent au Niger. Les Nigériens souffrent. Et ce ne serait pas bien qu'on continue dans cette dynamique
pour faire croire, pour que les Nigériens pensent que les Béninois sont mauvais contre les Nigériens, c'est pas bien. Je crois que le chef de l'État le conseil du chef de l'État doit pouvoir lui parler. Ouattara s'en fout, parce que lui, il n'est pas directement impacté par ce qui se passe. D'accord? Tinubu, oui, un peu impacté peut-être parce qu'il partage une frontière avec, des frontières avec le Niger, d'accord? Mais le port le plus proche qui sert le Niger, c'est le port du Bénin. C'est nous qui souffrons ici. Je suis allé au marché, je crois, il y a 3 ou 4 jours, une nuit, pour aller acheter et prendre quelques condiments. J'ai demandé de l'oignon pour ah oui, c'est vrai que l'oignon coûte très cher actuellement. Pour 200 francs, je vous assure. Quand la dame a remis ça, je lui ai posé la question. Petite boule, hein, je pense. Mais je lui ai posé la question, c'est quoi? J'ai dit pour 200 francs. De toute façon, elle m'a toisé, franchement. Il était autour de 21 h par là. Et j'ai dit, mais quand même, c'est quoi ça? Et la réponse de la dame, je ne vais pas répéter ça sur le plateau. Ça ne fait pas honneur pour le Bénin. Revoyons la copie. Comment entrevoyez-vous, alors, parce que je n'ai pas réellement eu réponse à l'interrogation, comment entrevoyez-vous justement cette mission confiée à Patrice Talon par la CEDEAO pour ce qui est justement de la médiation aux côtés de Faure, par exemple? Le porte-parole du gouvernement a dit qu'ils ne reconnaissent pas la junte. Comment voulez-vous négocier avec des gens que vous ne reconnaissez pas? La question. Vous ne reconnaissez pas les gens, vous voulez accepter d'aller négocier avec eux? Ce n'est pas évident. Je pense que la CEDEAO, meilleure option à prendre. On ouvre les frontières, on lève les sanctions, on dit au pouvoir en place au Niger, libérer Bazoum. Sinon, en un mois ou dans un mois ou dans 2 mois, nous allons encore revenir avec les sanctions et là, ça va être plus dur pour vous. On peut négocier de cette manière. Mais vous êtes dû vous appliquer des sanctions et vous voulez négocier avec des gens contre lesquels vous maintenez des sanctions et qui sont en difficulté. Et si les dirigeants au Niger prennent conscience... Alors, comme je l'ai dit, il y a une petite évolution dans le temps, dans le discours, puisque ce n'est plus le retour au pouvoir de Bazoum, c'est plutôt sa libération simple. La CEDEAO parle également d'une feuille de route, voilà, qu'elle a besoin d'avoir concrètement. Donc on évolue quand même, Laurent Roland. Libération de Bazoum. On évolue. Après, la difficulté, c'est oui, quand on sait tout ce qui se passe entre le Bénin et le Niger depuis la survenue de cette crise, on voit mal comment Patrice Talon joue un rôle de médiateur. Quand on sait que, oui, par exemple, il y a quoi? Il y a le week-end ou en fin de semaine écoulée, Faure Yacine a reçu, par exemple, une délégation de l'autre côté. Donc, on se pose beaucoup de questions par rapport au rôle qui sera celui de Patrice Talon en tant que médiateur aux côtés de Faure et de Julius Maada. Est-ce que les Nigériens accepteront de recevoir Patrice Talon chez eux? Autant de questions qu'il faut se poser. Est-ce que c'est les Nigériens qui doivent venir ici, sachant très bien que les dirigeants du Bénin ont demandé un couloir humanitaire pour envoyer les vrais qui n'a pas été ouvert. Qui n'a pas été ouvert. Je crois que la meilleure option, et j'insiste là-dessus, c'est d'abord de lever les sanctions. Si ce n'est que la libération de Bazoum qui veut maintenant, en réalité, on aurait pu lever les sanctions d'abord et dire maintenant, libérer Bazoum. Mais c'est la CEDEAO. Si les sanctions sont levées, est-ce que ce n'est pas comme une sorte de quoi? Ahmed n'arrive pas. Prenez date. Oui. Et je le dis encore ce matin. Ils ne finiront pas de lever les sanctions. Ils ont dit plus que ça pour le Mali. Pour le Burkina Faso. Ils vont lever les sanctions. Ils vont se calmer. Qui est désormais libre de ces mouvements, ainsi que son Premier ministre, je pense, de la transition. Mais ils ne vont pas sortir n'importe comment. Oui. Vous connaissez mal Assimi Goïta. Allez, c'était les analyses et commentaires dans cette première partie de Matin des